Vous vous demandiez depuis le début qui était l'homme derrière la voix, à qui pouvait bien appartenir cette voix incroyable. Eh bien aujourd'hui, vous allez le découvrir. Et ce, non pas dans quelques heures, non pas dans quelques minutes, non pas dans quelques secondes. Je vous le donne en mille, vous allez le découvrir maintenant. Voilà. Grosse ambiance. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de cinéma parce que c'est le but de la chaîne, mais pas uniquement, on va aussi parler de musique. On va parler aujourd'hui de la musique au cinéma. Tout d'abord, faisons un petit retour en arrière d'un peu plus de 100 ans, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, quasiment la naissance du cinéma. Une époque où les films muets étaient les rois des salles obscures, une époque où l'on ne nous lançait pas 19 explosions en CGI dans la tronche par seconde. A la base, le son n'existait pas. Un joueur de piano, voire même un orchestre prenait place, à la fois pour couvrir le bruit du projecteur, mais aussi pour rassurer le spectateur et rendre le film plus vivant. Parce que je sais pas si vous avez déjà regardé un film sans le son, mais c'est tout de suite un peu moins attrayant. La musique dans un film apparaît pour la première fois en 1908, dans L'assassinat du duc de Guise. Elle est composée par Camille Saint-Saëns et qui, de ce fait, devient le premier compositeur de bandes originales. Le premier film parlant, quant à lui, ne survient que presque 20 ans plus tard, en 1927, avec le chanteur de jazz. A l'époque, c'est une révolution, toute l'industrie du cinéma se rend compte de l'importance du son, et plus particulièrement de la voix et du bruit au sein d'un film. S'en suivra de multiples évolutions durant près de 80 ans, perfectionnant les techniques pour les rendre de plus en plus parfaites. Le son 5.1 ou encore la 3D. D'ailleurs, la 3D, petite précision, n'est pas apparue comme on pourrait le croire il y a une dizaine d'années. Elle est présente depuis bien plus longtemps que ça. Un film comme Le crime était presque parfait d'Alfred Hitchcock était lui-même tourné en 3D. Évidemment, les techniques n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, quoique pas tant que ça, mais dites-vous bien que grosso modo, la 3D n'est pas apparue dans les années 2000, mais bel et bien dans les années 50. Enfin bref, revenons à nos moutons, particulièrement nos salles obscures. Le son étant désormais important au cinéma, la musique prend elle aussi de plus en plus de place, devenant presque aussi importante que les images qui nous sont montrées. La musique électronique apparaît également. Un exemple qui vous parlera peut-être, Trent Reznor et Atticus Ross, les compositeurs qui ont bossé récemment avec Fincher sur Gone Girl et The Social Network, avec des musiques très atypiques, pas forcément agréables à l'oreille pour certaines, mais après tout, est-ce que la musique doit forcément être agréable ? Le but de la musique est de nous raconter quelque chose, nous faire ressentir des émotions. Dans le cadre de la musique de film, on ne doit pas se dire si la musique est bonne ou pas, mais est-ce qu'elle est cohérente avec ce qui se passe à l'écran. Évidemment, après c'est les goûts et les couleurs, mais même si l'on n'aime pas une musique, on doit se demander si elle accompagne les images qui nous sont montrées de la meilleure manière possible. Cependant, les réalisateurs jouent avec la musique, soit pour renforcer les images qu'ils nous montrent, soit au contraire pour créer un décalage entre les images et la musique. Ici je pense à la course-poursuite dans l'hôpital dans OSS 117, Rio ne répond plus. Une musique tambour battant, puis la musique s'arrête brutalement pour montrer le ridicule de la scène. Un autre exemple, 1 minute de silence appliqué à la lettre, c'est très long. Cependant, si on l'habille de musique, alors ceci va changer considérablement la perception qu'a le spectateur sur ce qu'il regarde. On comprend donc que la musique devient un réel outil de mise en scène pour les réalisateurs. D'un côté, ceci permet de créer une ambiance, de renforcer des dialogues, des scènes, mais d'un autre côté, ne pas mettre de musique peut aussi être une intention de mise en scène, pour renforcer certaines scènes également. Tout dépend de la volonté du réalisateur. Deux exemples me viennent tout de suite en tête. Déjà, The Grand Budapest Hotel. La quasi-totalité du film est accompagnée de musique. Au passage, Alexandre Desplat a obtenu l'Oscar pour cette bande originale. Chaque action est appuyée par une musique légère mais très rythmée, rendant le tout encore plus homogène à l'univers de Wes Anderson. A l'opposé, Les Oiseaux de Monsieur Hitchcock. Pas une seule note de musique, rien. Intention de mise en scène, évidemment. Ne pas mettre de musique instaure une ambiance encore plus angoissante, notamment lorsque les oiseaux attaquent. Tout ce que l'on entend, ce sont les cris des gens et les oiseaux qui piaillent. Ainsi nous sommes encore plus dans la panique et ceci rend les événements encore plus effrayants. Imaginez quand même 2 heures de film sans une note de musique. Bravo l'audace.
Certains films utilisent la musique mais seulement à de très rares occasions, comme dans Prisoners, où l'on a seulement 2 thèmes et très peu présents, mais ce choix permet de rendre l'atmosphère plus froid, plus lent, plus lancinant. Ça rime. C'est génial. Waouh. De manière globale, la plupart des films sont entre les deux, c'est-à-dire variant les scènes avec et sans musique, pour appuyer certaines scènes plus que d'autres, faire passer plus de sentiments, enfin, vous m'avez compris. Plus rapidement, on peut aussi dire que certains instruments évoquent très souvent des sentiments. Par exemple, le piano va souvent évoquer la tristesse ou la mélancolie, le violon va souvent évoquer la tristesse également, mais aussi la tension ou le suspense. Et pour ce qui est des cuivres et des percussions, souvent là pour l'épique, quelque chose d'énorme, quelque chose d'impressionnant ou pour tout simplement renforcer l'action. Ensuite, on peut distinguer 2 grands types de musique de film, sans trop les détailler parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Dans un premier temps, la musique dite originale, c'est-à-dire qu'elle a été conçue spécialement pour le film par un ou plusieurs auteurs-compositeurs. Elle est créée de toutes pièces par le compositeur, en collaborant avec le réalisateur qui lui va donner des idées, et le compositeur va s'occuper de tout le travail instrumental. La musique originale c'est bien, mais prendre des musiques autour ça peut aussi être une bonne idée, non? Ici le réalisateur ne fait pas appel à un compositeur, il va simplement prendre des musiques déjà existantes pour les inclure dans son film, que ce soit des chansons ou des bandes originales. Si vous voulez un exemple, je vous dis juste Tarantino. Il n'a pas eu un seul compositeur attitré sur ses films. C'est ce qui donne son style très décalé mais aussi absolument génial. Néanmoins, son prochain film qui sort en fin d'année sera le premier où il collabore avec un compositeur et qui est pas le plus mauvais, Ennio Morricone, grosso modo celui qui nous a composé ça. Ainsi, chaque réalisateur a son propre style et utilise la musique de manière différente, selon ce qu'il veut faire ressentir au spectateur. Bref, tout ça c'est une question d'intention de réalisation. Dans certains cas, la musique devient aussi culte, voire même plus culte que le film lui-même. Pour ne pas citer Star Wars, Indiana Jones, Batman, Jurassic Park, Pirates des Caraïbes, Retour vers le futur, Les Dents de la Mer et beaucoup d'autres. Et ça c'est parce que la musique de film a permis de révéler des compositeurs de génie. Notamment, un exemple pris au hasard, John Williams, l'un des plus grands compositeurs de l'histoire du cinéma. Et oui, je n'ai pas peur, car on lui doit beaucoup trop de thèmes mythiques. Bien évidemment, on peut aussi citer Bernard Herrmann, à qui on doit la cultissime musique de Psychose, et qui a donné des frissons à bon nombre de spectateurs, mais aussi Sueur froide et pas mal de films de Hitchcock. On cite aussi Hans Zimmer, Alexandre Desplat, notre Frenchie, Howard Shore, Danny Elfman, James Horner, Jerry Goldsmith et beaucoup d'autres. On remarque souvent que les réalisateurs aiment travailler avec les mêmes compositeurs. Je vous ai fait une petite liste, je vous laisse regarder. C'est très moche. Christopher Nolan et Hans Zimmer 5 fois, Sergio Leone et Ennio Morricone 8 fois, Luc Besson et Eric Serra 14 fois, Robert Zemeckis et Alan Silvestri 14 fois aussi, Tim Burton et Danny Elfman 15 fois, et enfin sûrement l'un des duos les plus connus du cinéma, Steven Spielberg et John Williams, qui ont collaboré ensemble pas moins de 26 fois. En France, un compositeur ne perçoit que 0,8% du prix d'un ticket de cinéma. Je vous laisse faire le calcul, mais ça fait très peu. On peut aussi ajouter que la musique ne se limite pas seulement à être un background. Même si on a vu qu'elle pouvait jouer un rôle majeur dans un film, elle peut aussi être partie intégrante du scénario, comme sur les films biographiques de grands musiciens. Johnny Cash dans Walk the Line, Mozart dans Amadeus, et soyez prévenus, celui-là on va en reparler plus en détail dans une vidéo parce que c'est un chef-d'œuvre. Ou les comédies musicales, Sweeney Todd, Les Misérables, Moulin Rouge, ou des films tout simplement qui traitent de la musique, comme The Blues Brothers, Whiplash et beaucoup d'autres. Enfin, pour conclure, je dirais que la musique ne fait pas forcément un grand film, qu'elle reste un outil de mise en scène important, mais que si elle est réussie et qu'elle est présente dans le film, elle permet d'immerger encore plus le spectateur tandis qu'il est assis confortablement dans son siège devant un écran géant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésite pas à la commenter, à laisser un petit pouce bleu, à la partager pour montrer aux gens que le cinéma, c'est pas juste de belles images. En attendant, abonne-toi pour ne rien louper, et sur ce, je te dis bye bye, et à la prochaine!